Maintenant, on va parler de la chrono-analyse. Nous avons fait un chronométrage pour avoir un temps qu'on appelle un temps observé, mais les personnes sont différentes et il faut pouvoir, il y a une certaine variabilité entre les personnes, entre la personne elle-même avec elle-même et entre les personnes. Une personne peut faire les choses rapidement et une autre personne peut le faire d'une manière lente. C'est ce qu'on appelle l'allure. Et cette allure doit être déterminée pour pouvoir rectifier ces valeurs-là qui sont chronométrées afin qu'ils soient réalisables par le plus grand nombre. Cela pour faire des prévisions, bien sûr. Et on ne va pas se baser sur la personne qui est la plus rapide, ni pour la personne qui est la plus lente, mais on va pouvoir faire une normale, l'allure normale. La personne qui fait le chronométrage doit pouvoir juger cette allure de l'individu. Une personne qui est normale, qui n'est pas rapide et n'est pas lente, a une allure 100%. Bon, on l'appelle, c'est un jugement d'allure, JA, qui est égal à 100. Ça, c'est une personne qui est normale. D'accord? Alors, il faut pouvoir juger cette allure-là. La personne, l'opérateur qu'on observe a une certaine allure qui peut être différente qu'un opérateur qui est qualifié ou bien expérimenté, qui travaille à une allure normale de 100, par exemple. Pour vous dire, par exemple, même en marchant, il y a plusieurs allures. Une personne qui est normale, alors par exemple, l'allure normale pour la marche, c'est 5 km par heure. Il y a des personnes qui vont plus vite, il y a des personnes qui sont moins rapides. D'accord? Alors voilà, il faut pouvoir juger ce JA pour l'opérateur et pour chaque séquence. D'accord? Et on peut avoir par exemple des allures qui est comme 80 par exemple. JA égale à 80. Ça veut dire que la personne, elle est plus lente. Et JA par exemple qui est égal à 120, c'est une allure plus rapide. Alors 20, rapide, c'est la personne qui est rapide. D'accord? Et à partir de ce jugement d'allure, on va calculer un certain temps qui s'appelle un temps normal. Alors c'est quoi le temps normal? C'est le temps observé fois le jugement d'allure JA divisé par 100. D'accord? Par exemple, une personne qui a un temps observé qui est égal à 0,95 minutes et qui a un jugement d'allure de 80, pour obtenir le temps normal, alors cette personne 80, on vient de le dire, elle est plus lente. On doit avoir un temps plus petit. D'accord? Alors le temps normal serait égal au temps observé fois 80 divisé par 100, ça donne 0,6 minutes. Si nous avons une personne qui a un jugement d'allure 120, ou bien pour cette séquence, parce qu'on peut avoir des jugements d'allure qui sont différents à chaque fois, 0,5 minutes, et la personne a un jugement d'allure de 120, le temps serait temps observé fois jugement d'allure sur 100, 0,6 minutes. D'accord? C'est comme ça qu'on obtient le temps normal. Un petit exemple rapide. Voici les durées chronométrées de 3 séquences d'une observation. Une observation 1. Les séquences sont nettoyer, table, installer porte-pièce, mesurer pièce, avec un temps observé en centiminutes. Alors si le jugement d'allure est égal à 80, vous faites le calcul rapidement. Qu'est-ce que vous allez trouver? Pause rapidement, une ou deux. Vous allez trouver les valeurs suivantes. Ici 134 avec un jugement d'allure de 80. Il est plus lent. On doit avoir un temps plus petit. Alors c'est 107,2. Et la même chose, si on a une personne qui a un jugement d'allure de 120, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est une personne plus lente.
bien plus rapide. Qu'est-ce que vous allez trouver? Faites pause rapidement. Alors vous allez trouver un temps normal pour la première qui est égal à 160,8. La personne à 120 dans le jugement d'allure, c'est une personne qui est plus rapide et on doit avoir un temps normal qui est plus grand. D'accord? J'espère que c'est assez clair. Une petite remarque importante, c'est que le temps normal doit être calculé chaque temps d'observation. Pourquoi? Parce que l'opérateur peut avoir une allure de 105 lors d'une observation, peut avoir une autre allure de 100 par exemple dans l'observation suivante. Il y a aussi d'autres manières de juger. Il y a un autre facteur qui s'appelle le JE, jugement d'efficacité. De toute façon, comme je vous ai dit au départ, c'est un overview de la mesure de travail. C'est pas parce que la mesure de travail, c'est un cours entier et c'est une matière entière. Et là, c'est une séance où on va ramasser les choses les plus importantes dont vous aurez peut-être besoin dans votre vie professionnelle. Une petite remarque dernière, c'est pour pouvoir juger l'allure, il est indispensable de suivre une formation afin d'apprendre à juger de façon fiable l'allure des opérateurs. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que nous avons terminé? Nous avons fait un temps observé, directement chronométré. Puis, nous avons fait un temps normal, comment? Fois le jugement d'allure sur 100. Et maintenant, on doit faire d'autres majorations pour pouvoir obtenir le temps standard. Le temps normal est majoré afin de prendre en compte les arrêts de l'opérateur, la fatigue de l'opérateur, d'autres aléas de la production. Ce temps sera utilisé par la suite pour déterminer ce qu'on appelle le temps standard. Alors, c'est la vraie cadence ou bien l'efficience de l'opérateur. Alors, le temps standard, c'est ça, après majoration. D'accord? Très bien. Alors, il y a plusieurs manières avec lesquelles on détermine le temps standard. Premièrement, par calcul d'un certain facteur qui s'appelle le facteur de tolérance, FT. Ça veut dire combien on tolère à l'opérateur. Par exemple, si nous avons un temps de travail qui est égal à 8 heures et on tolère un temps des pauses, etc., des aléas, etc., qui est égal à 30 minutes. Alors ça, c'est un temps total. Et ce qui reste ici, qui est les 7,5 heures, c'est un temps de travail. Bien, alors, si on a ça, on calcule un certain FT. Alors, comment? Soit en se basant sur ce temps de travail, soit en se basant sur le temps total. Nous avons ces formules-là. Alors, si la tolérance est un pourcentage du temps total, si nous avons un pourcentage par rapport au temps total, c'est 30 minutes par exemple par rapport au temps total, on a le facteur de tolérance qui est égal à 1 sur 1 moins le pourcentage par rapport au temps total. Les deux formules donnent la même chose. Et si on a un pourcentage ici par rapport au temps de travail, alors FT serait égal à 1 plus ce pourcentage-là. Vous allez faire rapidement un petit exemple pour exercer. Alors nous avons un travail qu'on étudie et il bénéficie d'une tolérance de 20 minutes par poste de 8 heures. Alors nous avons 8 heures de travail. 8 heures et nous avons ici un facteur, une tolérance de 20 minutes, puis une autre
une autre durée un autre temps pour les pauses, etc. de 28 minutes. Voilà. Alors, calculez le facteur de tolérance FT par les deux méthodes. Vous allez calculer le FT par les deux méthodes et vous allez en principe avoir la même chose. Faites-le s'il vous plaît. Une autre méthode pour calculer le temps standard, c'est par les majorations qu'on obtient à partir des tables. En effet, il existe plusieurs méthodes pour déterminer le temps standard. Il y a par exemple la méthode BTE qui est utilisée en France. Mais il y a aussi une évolution vers l'utilisation des tables qui sont basées sur des critères de jugement, et surtout ergonomiques, mais aussi sur le temps de cycle lui-même. Mais on se base aussi sur le bruit, les postures, je vais vous montrer ce que cela veut dire, l'environnement du poste de travail, etc. Bien sûr, afin d'utiliser ces tables-là pour la majoration, il faut effectuer des relevés de l'opérateur lors du chronométrage. Des relevés simples, la posture de l'opérateur par exemple, la charge de la pièce, s'il est par exemple, il fait la manutention par exemple de quelque chose et est-ce que le poids par exemple, etc. Les conditions ergonomiques. D'accord ? Alors, et on aura, dans ce cas-là, on obtient à partir des tables un certain pourcentage qui est le pourcentage, ce pourcentage-là de majoration, il est exprimé en pourcentage comme 3%, 5%, etc. Et on obtient le temps standard par cette formule. Voyons voir. Alors, par exemple, nous avons une certaine situation observée, telle que la suivante. Alors, on note la posture, qui est celle-là. C'est une posture de l'opérateur. Il est assis et puis c'est un travail qui est, disons, mécanique et qui ne nécessite pas un travail de réflexion. S'il nécessite un travail de réflexion, on lui met une tête ici. D'accord ? C'est la posture. Et voyons voir un ensemble de postures ici. On ne prend en compte que la position de l'opérateur et la masse de la charge manipulée et le temps standard se détermine à partir des coefficients issus des tables. Dans ce cas-là, alors on aura ici cette séquence, on a enlevé la position, bien la posture. Là, il est un petit peu incliné, ici aussi, là en position debout. Et si on a en plus besoin d'un travail de réflexion, il y a une petite tête. Et à partir des tables qui sont pré-faites par des bureaux d'études spécialisés dans ce genre de travail, spécialisés dans la chronoanalyse, on obtient ces majorations-là. Vous voyez ? Et par la suite, si vous avez un temps normal, le temps standard serait quoi ? Serait le temps normal fois 1 plus ce pourcentage, la majoration. D'accord ? Et on obtient le temps standard. Très bien, maintenant, vous avez compris comment on fait un chronométrage pour obtenir un temps standard. Il y a une méthodologie, la division des séquences, etc. pour obtenir un temps observé. Puis, par le jugement d'allure, on obtient un temps qui est normal. Puis, on obtient un temps standard. C'est ce temps-là, sur ce temps-là qu'on se base pour déterminer, par exemple, une prévision de la cadence, pour faire un équilibrage, etc. etc. Mais parfois, on veut optimiser le poste de travail. Et dans ce cas-là, quelle est notre cible ? On essaie de cibler une valeur pour pouvoir minimiser le temps. Et dans ce cas-là, on se base sur la plus petite valeur qui a été observée. Et fréquemment, qui a été observée plusieurs fois. D'accord ? Et cette plus petite valeur qui a été observée, ça veut dire qu'on peut la cibler pour qu'elle soit notre valeur lors de l'optimisation. Si on veut diminuer le temps de cycle, alors on peut se baser sur cette valeur et la cibler. Puisqu'on a pu la faire une fois, bien deux fois, etc. Puisqu'on a pu la faire, alors on peut la faire tout le temps, théoriquement. D'accord ?
C'est la plus petite valeur qui a été observée. Bref, alors maintenant vous avez compris ça. Une dernière remarque avant de terminer avec le chronométrage. Parfois on fait le chronométrage non pas pour déterminer le temps standard, mais afin de déterminer la répartition des activités pour une ressource donnée. Si nous avons une personne qui fait plusieurs activités, activité A, activité B, C, D, et on veut avoir une estimation du pourcentage de chaque activité. Il est en train de faire A 20% du temps. Il est en train de faire B 50% du temps. Il est en train de faire C 10% du temps. Combien il me reste? 20% du temps pour D. D'accord? Mais sans faire une observation qui est continue. Je veux le faire par échantillonnage et en observant d'une manière discontinue et en ayant le minimum de nombre d'échantillonnages, d'observations. D'accord? Alors, on ne va pas faire ça, seulement je vous dis ça pour que vous sachiez que ça existe. On appelle ça les observations instantanées. Il y a toute une méthodologie, des calculs à faire. Bon, des petits calculs à faire, comment déterminer d'une manière aléatoire les temps aussi d'observation et aussi comment déterminer le nombre n afin d'avoir une certaine confiance dans les résultats obtenus. D'accord? Sachez que ça existe. Maintenant, on a terminé avec le chronométrage, l'obtention du temps standard, et on va voir les outils de représentation des temps, à savoir les simogrammes et aussi une méthode d'analyse du déroulement. À tout de suite.